Bonjour et bienvenue sur l'internaute.com, 20 minutes et ouestfrance.fr pour Direct Politique, votre émission politique sur le web. Notre invitée aujourd'hui est Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Bonjour Marisol Touraine. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation sur notre plateau. Armelle Le Goff, rédactrice en chef adjointe de 20 minutes, et Michel Urvois, éditorialiste politique à Ouest France, sont aussi avec nous. Bonjour à vous deux. Bonjour Benoît. Je vous rappelle rapidement le principe. Vous avez un peu moins d'une heure pour réagir pendant l'émission et poser vos questions sous votre vidéo ou sur les réseaux sociaux #Direct Politique. Marisol Touraine, une sexagénaire, est décédée la semaine dernière dans la salle d'attente des urgences de l'hôpital Cochin. Où en est l'enquête des hôpitaux de Paris aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? L'enquête va aboutir dans les jours qui viennent et un rapport sera remis au directeur général de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, Martin Hirsch. Mais je veux dire que, évidemment, à chaque fois qu'un accident de ce type-là se produit, que le décès dans des conditions inexpliquées d'un malade qui va aux urgences pour se faire soigner se produit, c'est l'ensemble de la communauté hospitalière qui est en état de choc. Et donc moi, aujourd'hui, je voudrais d'abord apporter mon soutien à la famille de la victime, bien sûr, mais dire aussi à la communauté hospitalière, à la communauté soignante de Cochin, de l'ensemble des hôpitaux de Paris, que je suis à leur côté et que j'attends des explications sur ce qui s'est passé. Et si, comme l'a indiqué Martin Hirsch, des défauts d'organisation sont en cause, si des défauts d'organisation sont en cause, il faudra évidemment apporter les réponses nécessaires, et cela très rapidement. Je crois comprendre que le processus, d'ailleurs, a commencé et est en marche. Donc ce genre d'affaires inquiète. À Paris, la fermeture de l'Hôtel-Dieu en novembre dernier fait débat. Au-delà de il n'y a pas eu de fermeture. Au-delà de ces faits, quel diagnostic portez-vous sur l'état des urgences en France ? Les services d'urgence sont un lieu évidemment à la fois très important, très émotionnel, chargé d'émotions pour les patients parce que par principe on y arrive dans des situations où on a besoin rapidement d'être pris en charge. Et on est à l'hôpital. Donc, quelle est la situation des urgences? Je veux dire que dans une grande majorité de cas, les services d'urgence fonctionnent bien. Il y a des situations tendues. L'année dernière, j'ai demandé au professeur Carly, qui est le chef du SAMU de Paris, de faire un diagnostic de la situation des services d'urgence dans notre pays. Là où des besoins humains étaient nécessaires, ils ont été apportés. Là où des besoins immobilier, parce qu'il y a des cas où c'était nécessaire de réorganiser même la structure immobilière, ça a été fait, des financements ont été débloqués. Mais la clé pour que les urgences fonctionnent mieux, c'est de faire en sorte que les gens qui arrivent aux urgences et qui ont ensuite besoin d'être hospitalisés puissent l'être de façon rapide au sein de l'hôpital. Or, on sait que c'est là que ça bloque. C'est pour cela que j'ai lancé l'année dernière, enfin, il y a quelques mois, un grand programme qu'on appelle de gestion des lits d'aval, ce qui est un peu technique, mais qui veut dire concrètement qu'il faut que dans chaque hôpital, il y ait une structure où on s'occupe de gérer, de réguler les passages aux urgences qui doivent devenir des hospitalisations. Cela donne des résultats tout à fait satisfaisants là où cela a été mis en place, et le programme suit son cours. À terme, l'ensemble des hôpitaux qui ont des services d'urgence devraient être équipés de ce type de régulation. Marisol Touraine, l'organisation des hôpitaux, c'est l'organisation aussi globale de la santé. Vous avez lancé en septembre 2013 une stratégie nationale de santé. Est-ce qu'elle va se concrétiser tout simplement dans une loi en 2014, comme vous le disiez à l'époque? Oui, il va y avoir une loi. J'ai annoncé les grandes orientations de cette stratégie nationale de santé et j'ai souhaité que des débats s'engagent partout sur le territoire national. Parce que ce qui me frappe à chaque déplacement, et d'ailleurs même lorsque je ne me déplace pas, c'est l'engagement des Français pour parler, pour proposer, dès lors qu'il s'agit des questions de santé, parce que ce sont des questions qui nous concernent tous. Ces débats sont en train de s'achever. Il y en aura eu environ 200 partout en France. Ces débats vont donner lieu à des propositions. J'en ferai état au mois d'avril et une loi sera présentée autour de l'été.
autour de l'été 2014. Donc, vers quoi on se dirige globalement, même si des débats sont encore en cours? Est-ce que, par exemple, la logique du médecin traitant, qui est quelque chose d'important depuis quelques années dans la santé en France, va être maintenue? Vous savez, les propositions vont arriver, les grands axes, ils ont été mis en débat et je suis heureuse de voir à ce stade qu'ils sont très largement soutenus et validés par les discussions qui ont eu lieu. C'est quoi l'enjeu? C'est de dire qu'au fond, nous avons besoin, à un moment où notre population vieillit, où les maladies chroniques sont plus fréquentes qu'auparavant. Autrefois, la santé, c'était quoi? C'était prendre en charge des maladies aiguës de façon ponctuelle et qui n'étaient pas répétées. Aujourd'hui, on est malade et on va le rester assez longtemps. D'abord parce qu'il y a des maladies que l'on soigne qui autrefois tuaient. Et puis parce que l'on vieillit et que l'on vieillit avec des maladies. Et donc, il faut avoir près de chez soi un médecin qui puisse vous accompagner, vous suivre, faire le lien avec l'hôpital, faire le lien avec une maison de retraite. Et c'est ça l'enjeu de la stratégie nationale de santé. Madame la ministre, il faut aussi pouvoir avoir accès aux médecins. La santé coûte cher. Vous avez annoncé justement dans Libération que vous souhaitiez que le tiers payant soit généralisé dès 2017. Comment concrètement est-ce que cela peut être mis en place? Comment est-ce que l'avance va être faite pour les médecins? Comment ça peut se passer? Vous savez, le tiers payant, c'est quoi? C'est ce que vous vivez, vous, moi, c'est ce que nous vivons tous lorsque nous allons dans une pharmacie. Cela veut dire que nous donnons notre carte vitale, que nous recevons ensuite le décompte, parce qu'il ne s'agit pas d'imaginer que les produits sont gratuits, nous recevons le décompte, mais nous n'avançons pas les frais. C'est aujourd'hui ce que je souhaite faire pour la relation avec le médecin. Pourquoi? D'abord parce qu'il y a des Français pour qui avancer le prix d'une consultation est un obstacle. Et moi, je ne veux pas que dans notre pays, on renonce à se soigner parce que c'est difficile de faire l'avance des frais d'une consultation. Mais la deuxième raison, c'est ce que je vous disais il y a un instant. Je veux que la médecine de ville, le médecin de proximité, soit au cœur de notre système de santé. Comment peut-on imaginer que ce soit le médecin de proximité qui soit le premier référent si on doit lui avancer l'argent alors qu'en allant à l'hôpital, on n'avance pas l'argent et donc il y a une logique à faire en sorte que l'accès aux médecins de proximité soit facilité. Bien sûr qu'il y a une logique, bien sûr, mais aujourd'hui des syndicats de médecins disent que cette mise en place n'est pas possible. Il n'y a pas de raison, ils ne disent pas cela d'ailleurs. Ils ont des inquiétudes sur la charge administrative, ils ont des inquiétudes sur le fait qu'ils seront bien payés, ce qui est normal, bien payés après la consultation. Et donc j'ai lancé un groupe de travail qui doit permettre de prendre des décisions dans les mois qui viennent. Et j'ai dit très clairement ce qu'étaient les principes du tiers payant. D'abord, il doit être simple pour le médecin et simple pour le patient. Ensuite, il ne doit pas représenter une charge supplémentaire et il doit apporter toutes les garanties de sécurité aux médecins. C'est à ces conditions-là que nous pourrons avancer. Mais cela se fait dans beaucoup d'autres pays, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Canada. Je ne vois pas pourquoi nous n'y arriverions pas en France. Avant de donner la parole à quelques internautes, vous parliez de la difficulté d'avancer l'argent chez le médecin pour les patients. Est-ce que cette mesure sur le tiers payant va s'accompagner d'une autre mesure sur les dépassements d'honoraires qui finalement vont constituer un reste à charge pour les patients? Alors, les dépassements d'honoraires sont un obstacle, surtout dans quelques grandes villes en France. J'ai fait en sorte qu'une négociation soit engagée, qui a abouti, et depuis le 1er janvier de cette année, les médecins qui ont accepté de s'engager dans un contrat qui permet de stabiliser leurs tarifs, apportent des garanties à leurs malades. Si vous allez voir mais c'est basé sur le volontariat du médecin, ce contrat. Oui, c'est le volontariat du médecin, mais à ce moment-là, son patient est mieux remboursé. Et je veux le dire, parce que grâce à cette négociation, les patients sont mieux remboursés et ceux qui ont des petits revenus, c'est-à-dire qui ont soit la CMU, soit l'aide à la complémentaire santé, ont une garantie d'être pris en charge au tarif remboursé par la sécurité sociale. Mais derrière tout cela... Quelques questions d'internautes tout de même sur la mesure. Une question de Trop-Bonne qui évoque la réticence des CPAM qui elles-mêmes parfois refusent dans certains départements de mettre en place le tiers payant. Laurent qui se dit médecin généraliste qui demande si la mesure ne risque pas d'être inflationniste en incitant les gens à aller chez le médecin et à faire une surconsommation médicale. C'est une excellente question parce que j'entends souvent cette remarque. Est-ce qu'il y a un appel d'air avec ce tiers j'entends payant? cette remarque. Nous n'avons
aucune étude, aucun élément en provenance des pays qui ont mis en place le tiers payant, qui nous permettent de dire que les gens vont plus chez le médecin parce qu'ils n'avancent pas les frais. En réalité, on s'aperçoit que les gens vont chez leur médecin lorsqu'ils en ont besoin. Et que ce qui se passe parfois, malheureusement, c'est que des gens qui ont besoin de voir leur médecin n'y vont pas parce que c'est trop difficile pour eux d'avancer l'argent, ou alors ils vont dans les services d'urgence alors qu'ils n'ont rien à y faire. Alors, autre question liée justement à ce financement, il reste à charge des patients, la franchise, qui représente, je crois, autour de 900 millions d'euros. Comment la sécurité sociale les récupère-t-elle? Est-ce qu'il faut des ponctions automatiques en quelque sorte sur les comptes bancaires, comme l'a suggéré l'IGAS? Oui, il y a un rapport donc, de l'Inspection générale des affaires sociales qui a regardé les conditions dans lesquelles pourrait se mettre en place le tiers payant, qui fait des suggestions ou qui ouvre des pistes. C'est un des points auxquels il nous faudra apporter une réponse. Comment est-ce qu'on fait en sorte que l'ensemble du système soit préservé? Il n'y a pas aujourd'hui de choix qui ait été fait, c'est un des choix. Et vous, qui vous nous êtes appartient. favorable à ça? Je laisse le groupe de travail faire ses propositions. Plusieurs options différentes ont été constatées dans d'autres pays qui ont mis en place le tiers payant, et donc il n'y a pas de raison d'imaginer que nous n'y arrivions pas. Madame la ministre, autre annonce que vous aviez faite et qui est, je pense, très attendue par les patients, c'est la possibilité de class action dans le domaine de la santé pour les patients. Comment cette loi pourrait être mise en place? Dans le cadre de la loi que je vais présenter dans quelques mois, qui sera l'aboutissement du travail sur la stratégie nationale de santé, il y a 3 grandes orientations. On verra comment cela se décline dans la loi. On va passer à la deuxième tout à l'heure. L'une qui est de renforcer les médecins de proximité, l'autre qui est de favoriser la prévention, et la troisième grande orientation à laquelle je suis très attachée, c'est de passer à une nouvelle étape de la démocratie sanitaire. Au fond, aujourd'hui, les malades, les patients doivent avoir davantage de droits mais de responsabilités. Ils doivent être reconnus à part entière dans notre système comme pouvant s'exprimer, participer à l'élaboration des politiques de santé, et ils doivent avoir des outils pour contester lorsque il y a des difficultés, par exemple sur des médicaments ou d'autres situations. Et donc, dans cette loi, je souhaite que nous puissions définir les principes de ce qu'on appelle une class action, une action de groupe à la française. Cela a été fait pour les produits de consommation dans la loi de consommation. À ce moment-là, des questions avaient été posées. Pourquoi pas le faire en matière de santé? Et j'ai indiqué que la santé, pour moi, n'était pas un produit de consommation comme un autre. Et c'est pour cela que je souhaitais que cela puisse intervenir dans le cadre d'une loi de santé. On en parlait un petit peu, le second objectif de cette stratégie nationale de santé, c'est la santé de proximité. Vous avez utilisé ce mot à plusieurs reprises. On a des internautes qui vous demandent comment pensez-vous pallier les déserts médicaux dans les régions? Question de la palisse, pourquoi ne pas éliminer le numerus clausus dans les facs de médecine? Et un autre internaute qui nous demande, faut-il des quotas de médecins dans certains territoires? Ce sont des questions qui sont très souvent posées d'ailleurs. J'ai lancé il y a un peu plus d'1 an ce que j'ai appelé le pacte territoire santé. Et j'en ai rendu compte à Chalon-sur-Saône il y a très peu de temps, une quinzaine de jours ou 3 semaines. Les résultats sont là. Et c'est la première chose que je veux dire d'ailleurs. Alors vous pouvez détailler peut-être les résultats? Oui, je vais vous les donner. Mais ce que je veux dire, c'est que nous sommes dans un contexte de morosité, d'inquiétude, et parfois nos concitoyens se disent mais est-ce que les choses bougent? Eh bien moi, je ne me reconnais pas dans le procès en immobilisme qui est parfois adressé au gouvernement, et je veux indiquer que très concrètement, non justement pas, je ne m'y reconnais pas parce que les résultats. D'autres ministres peut-être? Non, je ne crois pas que quiconque au gouvernement puisse ne pas constater le chemin qui a été parcouru. On prend 2012, on prend 2014, alors, et on s'aperçoit que avant, après. Eh bien, voilà. Donc, c'était quoi le pacte territoire santé? C'est pour répondre aux défis que vous soulevez. Il y a des zones, notamment rurales, mais pas seulement, dans lesquelles il n'y a pas assez de médecins. Première question, est-ce que au fond, une solution, ça n'est pas de lever le numerus clausus? Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y aurait plus un nombre limité d'étudiants qui seraient formés. La réponse est, ça ne sert à rien.
Il y a aujourd'hui plus de médecins que nous n'en avons jamais eu dans notre pays, contrairement à une idée reçue. Il y a plus de demandes aussi. Il y a aujourd'hui, non, par habitant, il y a aujourd'hui 300 médecins pour 100 000 habitants en France. Il y en avait au début des années 90, 215 environ. Donc le problème, c'est pas le nombre de médecins. Fixé en août 2013 de recruter 200 médecins pour les déserts médicaux. Ils sont recrutés. Donc oui, mais j'y viens. Donc, vous m'avez posé la question, est-ce qu'il faut lever le numerus clausus? Ça ne répond pas au problème parce que le sujet, c'est pas le nombre de médecins, c'est là où ils s'installent. C'est la répartition. C'est là où ils s'installent. Et donc, 200, pour favoriser, j'ai mis en place plusieurs mesures. Bien dans la région Pays de la Loire, par exemple, il y en a 7 qui se sont installés. Mais que vous disent les jeunes médecins? Ils vous disent, pour aller m'installer en zone rurale, j'ai besoin d'avoir des maisons de santé, c'est-à-dire des lieux où on exerce à plusieurs. Entre 2012 et 2014, nous serons passés de 200 maisons de santé, moins de 200 maisons de santé, à 600. Donc Madame on aura multiplié par 3 le nombre de maisons de santé. C'est la fin de la médecine libérale, c'est le début du salariat pour les médecins? Absolument pas. Ce sont des médecins libéraux qui sont dans ces structures médicales. On a beaucoup d'internautes qui nous posent la question du revenu minimum garanti que vous avez mis en place. Il peut y avoir ce qu'on appelle des centres de santé avec des médecins salariés et ce peut être une solution. Mais les maisons de santé, ce sont des médecins libéraux qui s'installent ensemble avec des infirmières, des kinés, des sages-femmes, d'autres professionnels et qui veulent pouvoir échanger. Ce que vous dit un jeune médecin aujourd'hui, c'est qu'il ne veut plus travailler comme travaillait la génération d'avant, c'est-à-dire isolé dans un cabinet médical. 200, donc des maisons 200, donc 200 ça fait 2 par département, c'est franchement pas beaucoup. 200 de plus en 2014. Donc d'ici, vous allez... Je reproduis. Donc non mais c'est un ensemble de mesures. Première mesure, mettre en place des maisons de santé parce que ça attire des professionnels. Il y en avait moins de 200, il y en aura courant 2014 plus de 600. Deuxième mesure, j'ai mis en place ces médecins territoriaux, enfin ces praticiens territoriaux de médecine générale, ces médecins de proximité, 200 en quelques mois fin 2013, ça répond à un besoin, 200 nouveaux en 2014. C'est le nouvel objectif de 2014. Voilà, 200 nouveaux, ça veut dire que en quelques mois, en un an, il y aura eu 400 nouveaux médecins installés dans des territoires où il n'y en avait pas. Troisième mesure, très spectaculaire, qui permet de diviser par 2 le nombre de Français qui se trouvent à plus de 30 minutes de soins d'urgence. J'ai fait former des médecins qui sont spécialistes dans les urgences et il y a un déploiement massif de ces médecins. Il y en avait quelques dizaines début 2012. Ils seront plus de 600 au cours de l'année 2014 et ils se déploient en particulier dans les territoires dans lesquels nous manquons de médecins. Donc grâce à l'ensemble de ces mesures, eh bien, des territoires où il n'y avait plus de médecins, où des médecins partent à la retraite, ont aujourd'hui des professionnels. Voilà qui répond aux déserts médicaux, notamment pour les spécialistes, puisqu'on a aussi des questions sur les spécialistes. On va quand même passer au troisième objectif de cette stratégie nationale de santé. Vous voyez qu'on peut faire de la pédagogie dans cette émission. Le troisième objectif, c'était la prévention. Vous affirmiez en 2013 qu'il ne fallait pas se contenter d'empiler les plans de prévention les uns sur les autres. Or, un nouveau plan cancer a été présenté par le chef de l'État il n'y a pas très longtemps, une semaine ou deux. Comment être certain qu'il ne s'agira pas d'un plan de plus, finalement ? Le plan cancer n'est pas un plan parmi d'autres. Le cancer est une maladie majeure dans notre pays. Il y a chaque année 150 000 nouveaux cas, ce sont des millions de familles, 3 millions de patients ou d'anciens patients, 5 millions de familles qui sont directement concernées par le cancer. La mise en place du premier plan cancer en 2002 a lancé une mobilisation générale et c'est cette mobilisation qui nous permet aujourd'hui d'atteindre des résultats on peut parler de cette mobilisation, positifs. Michel. Ce plan cancer a échoué, je parle du précédent, a échoué en particulier sur l'aspect tabac. Est-ce que la hausse régulière des taxes, des prix et des taxes, donc, suffit à dissuader de fumer? Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Vous avez parfaitement raison de dire que la lutte contre le tabac est une nécessité si on veut lutter contre le cancer. Il y a malheureusement
40% des cancers dans notre pays qui pourraient être évités, pas seulement si on ne fumait plus, mais si on buvait moins ou si on avait d'autres comportements, disons, de meilleure qualité. Mais le tabac, c'est 70 000 morts par an, 40 000 par cancer. Alors comment fait-on ? La question du prix est une question importante. Ça n'est pas la seule. Et lorsque l'on regarde ce qui s'est fait dans d'autres pays, là où ça a donné des résultats plus satisfaisants que chez nous, par exemple en Angleterre, eh bien on s'aperçoit qu'ils ont mis en place toute une série de mesures ensemble. Des plans de communication extrêmement chocs, à destination en particulier des jeunes. Parce que qu'est-ce qui caractérise la France ? C'est que les jeunes fument plus, les femmes enceintes fument beaucoup plus que dans d'autres pays et les personnes en situation de précarité. Et donc, le président de la République m'a chargé de présenter d'ici l'été un programme national de lutte contre le tabac qui devra mettre ensemble diverses mesures qui devront être appliquées en même temps. Question simple, Marisol Touraine, parmi ces mesures, est-ce que la cigarette électronique aura une place ? La cigarette électronique, vous savez, je le dis assez volontiers, c'est mieux que la cigarette tout court. C'est mieux si on peut se passer de la cigarette électronique. Mais donc, mieux vaut la cigarette électronique que la cigarette, mieux vaut rien du tout que la cigarette électronique. Je ne suis pas en mesure... La porte n'est pas fermée. Non, mais personne ne peut dire que la cigarette électronique ne présentera pas des risques dans quelques années lorsqu'elle se sera développée. Mais ce qui est certain, c'est qu'il vaut mieux fumer la cigarette électronique que fumer une vraie cigarette. Si on ne peut pas se passer de ce geste-là. Mais il y a la volonté du gouvernement, en tout cas, de soutenir ceux qui veulent arrêter de fumer. Et je le dis pour les jeunes, j'ai mis en place un plan d'aide au sevrage qui permet une prise en charge financière plus importante et un accompagnement plus important à hauteur de 150 € par an. On va passer à une séquence habituelle de cette émission, c'est le pour-contre. Et on a décidé, Marisol Touraine, à l'heure de faire de grandes économies dans la dépense publique et notamment dans la dépense sociale qui vous concerne au premier chef. On a décidé de vous faire un pour-contre spécial conseil stratégique de la dépense. Et c'est moi qui dois répondre pour ou contre, c'est ça ? Et c'est Armelle qui commence. Première question, pour ou contre désindexer les prestations sociales de l'inflation comme le préconise la Cour des comptes ? La Cour des comptes fait de nombreuses propositions. Le travail d'évaluation des dépenses est en cours et donc nous verrons bien à quoi nous pouvons aboutir. Je veux, si vous me permettez, me servir de cette question quand même parce qu'on n'est pas uniquement dans une question pour ou contre là, sur le pacte de responsabilité, la nécessité de faire... Mais sur la désindexation, c'est pas uniquement... oui, mais on peut... Vous savez, les décisions, elles ne se prennent pas de façon isolée. Elles se prennent dans un contexte d'ensemble. Le pacte de responsabilité, c'est le cap fixé par le président de la République. C'est le socle de la politique que nous menons aujourd'hui et que nous allons mener dans les mois qui viennent. Ce pacte de responsabilité, ce sont des économies, c'est un environnement favorable aux entreprises pour créer de l'emploi, mais on ne peut pas le réduire à cela. Et lorsque j'entends parfois une espèce de concours l'épine de l'économie à trouver ou de la mesure choc qui va nous permettre de passer les haies qui sont devant nous, je suis un peu interrogative. Je vais vous en rajouter une. C'est un climat d'ensemble. Je vais vous en rajouter une. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'interdiction des partenariats publics-privés pour mieux contrôler les emprunts? C'est aussi une suggestion de la Cour des comptes et de l'Inspection générale des finances. Mais sur les hôpitaux. Hein. Oui, sur les hôpitaux, on a des exemples qui n'ont pas été très satisfaisants de partenariats publics-privés. Mais indépendamment de la question des partenariats publics-privés, qui n'est certainement pas la réponse miracle que le gouvernement précédent imaginait, mais au-delà de cette question des partenariats publics-privés, l'enjeu de la dette des hôpitaux est évidemment un enjeu important. Je regrette que les banques aient abusé certains hôpitaux en leur proposant des emprunts toxiques, même si ces emprunts toxiques sont relativement limités dans la masse globale des emprunts qu'on peut faire. On a quand même des hôpitaux sous perfusion aujourd'hui, ce qui est un comble. On a quelques hôpitaux qui ont des emprunts difficiles, mais je veux dire que depuis 2 ans, la situation financière globale
global des hôpitaux s'est considérablement amélioré. Le déficit des hôpitaux globalement était de plus de 400 millions d'euros en 2012. Il a été ramené à un excédent de plus de 100 millions l'année dernière. Nous devrions être à l'équilibre cette année. Derrière ces chiffres globaux se cachent évidemment, ou se cachent même pas, des situations hôpital par hôpital qui sont assez différentes. Et je dois dire que c'est la raison pour laquelle je suis très attentive à maîtriser les investissements hospitaliers, parce que au cours des années passées, dans les années 2000, on a eu un peu tendance à dire aux hôpitaux endettez-vous, endettez-vous, investissez sans trop regarder si vous êtes capable d'assumer cela, et cela a plongé les hôpitaux dans des situations difficiles. Pour ou contre, dérembourser les médicaments basiques type Doliprane, parce que selon une internaute qui s'appelle Framboise, je crois, nombre de patients vont consulter leur médecin pour renouveler leur pharmacie et finalement on pourrait faire des économies plus facilement en les déremboursant. Je ne crois pas du tout à cela et je ne crois pas, je le dis, qu'il y ait des comportements massifs de patients consommateurs qui iraient chez le médecin juste pour faire renouveler des ordonnances. Je ne crois pas que les déremboursements soient une bonne manière de procéder. Le gouvernement précédent a déremboursé, il a mis des franchises, il a mis des forfaits qui ne sont pas remboursés. Est-ce que cela a réglé le problème du déficit de la sécurité sociale? À l'évidence, non. Peut-être en partie. À l'évidence, non, puisque le déficit n'a cessé de se creuser jusqu'en 2012. Il s'est ralenti depuis que nous sommes aux responsabilités. Parce que j'ai pris la situation à bras-le-corps et donc le déficit de la sécurité sociale s'est considérablement résorbé et nous faisons en sorte qu'il continue de se résorber. Mais là, c'est un enjeu majeur, ce que vous dites là, cette question. Pour moi, être de gauche, c'est garantir l'accès aux soins lorsqu'on en a besoin. Ça n'est pas promettre tout à n'importe quel prix, ça n'est pas ne pas se préoccuper du coût de la santé, mais c'est faire en sorte que lorsque l'on a besoin de soins, eh bien, on puisse y accéder. Et sur le Doliprane, par exemple, ou sur d'autres médicaments, si on les dérembourse, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les médecins et les patients se feront prescrire d'autres médicaments qui, eux, seront remboursés et peut-être coûtent plus cher. Marisol Touraine, on voulait absolument vous parler de fin de vie avant la fin de cette émission. La réforme des retraites a été adoptée donc, en décembre 2013. Elle prévoyait de renforcer... Ça n'a pas de lien. Pardon? Ça n'a pas de lien, les retraites et la fin de vie. Certes, on va essayer de faire un package global de la retraite à la fin de vie, certes, même si le raccourci est un peu... non, parce que malheureusement, facile. Il arrive aussi, même si vivant plus longtemps, nous mourrons de plus en plus tard, il arrive malheureusement que l'on soit confronté à la question de la fin de vie, alors même qu'on est encore jeune. On va essayer d'aborder les deux questions qui effectivement ne sont pas les mêmes. La réforme des retraites a donc été adoptée en décembre 2013. Elle prévoyait de renforcer le dispositif carrière longue. Un décret doit prévoir un élargissement des trimestres réputés cotisés, notamment sur la maternité et le chômage invalidité. Il n'est toujours pas publié, ce décret d'application. Dans quelques jours, quelques semaines, petites semaines, on est dans la procédure ultime. Mais là encore, l'illustration de ce que je vous disais tout à l'heure. Nous avons pris des engagements, ces engagements ont été tenus. Parce que le premier décret, il date de juillet 2012. Et il a permis à des hommes et à des femmes qui avaient commencé à travailler jeunes de partir à la retraite sans attendre 62 ans. Concrètement, en 2013, 150 000 personnes environ sont parties à la retraite avant 62 ans, qui est l'âge légal de départ en retraite, c'est-à-dire environ un Français sur 5. Et grâce à l'élargissement qui va être inscrit dans quelques jours dans un décret, c'est environ 20 000 femmes, en l'occurrence de plus, qui pourront être concernées. Donc, le socle de la réforme que j'ai porté, et c'est ça l'engagement du gouvernement, c'est de reconnaître que nous devons travailler collectivement plus longtemps, puisque nous vivons plus longtemps. Et c'est pour cela que nous avons
choisi d'allonger la durée de cotisation. Mais parallèlement à cela, nous avons dit de façon extrêmement ferme que tout le monde ne devait pas travailler la même durée, parce qu'il y a des hommes, des femmes qui ont des métiers plus difficiles que d'autres. Donc on ne va pas refaire le débat, mais on a bien compris que c'est dans ce cadre-là que ça s'inscrit notamment le décret dont il a été question. J'avais une autre question qui est très sensible compte tenu de l'état actuel de la société, c'est sur la fin de vie cette fois-là. L'actualité fournit un certain nombre d'interrogations sur la loi Leonetti, la manière dont elle s'applique ou s'applique pas, ou s'applique mal. Qu'est-ce que vous pensez faire là-dessus? Est-ce que c'est une nouvelle loi? Quand et sur quels aspects voulez-vous la faire? Question de Christian aussi sur le web. Le Comité consultatif national d'éthique doit remettre d'ici peu, je ne sais pas à quelle date exactement, mais dans peu de temps maintenant, son dernier rapport sur la procédure qu'il a engagée. À partir de là, je vais moi-même, à la demande du président de la République, engager toute une série de consultations, concertations avec les familles de pensée, avec les associations, avec des intellectuels, des chercheurs, des professionnels de santé, les familles, mais avec l'ensemble des associations, pour entendre ce que sont les attentes, les besoins de clarification de la loi existante et puis d'évolution nécessaire. Parce qu'au fond, il y a aujourd'hui des hommes et des femmes qui, confrontés à la maladie, à une maladie qu'ils savent incurable, qui est douloureuse physiquement, psychiquement, ont le sentiment que leur dignité n'est plus au rendez-vous et qu'ils perdent leur liberté de décision. Est-ce qu'il faut mieux appliquer les lois Leonetti ou en changer? Il s'agit à la fois de clarifier ce qui aura besoin d'être clarifié dans la loi Leonetti, si notamment le Conseil d'État qui est saisi de l'affaire Lambert considère que des clarifications sont nécessaires. Et puis il faut se poser la question de savoir si cette loi répond à l'ensemble des situations. Et il me semble aujourd'hui que cette loi ne répond pas à l'ensemble des situations auxquelles des hommes et des femmes en fin de vie peuvent être confrontés, eu égard à leur conception de la dignité. Comment avancer? On voit que c'est un sujet extrêmement polémique, de la sur lesquels les positions sont extrêmement clivées, comme sur d'autres questions sociétales qui ont été mises sur la table par le gouvernement. Je pense à la PMA, au mariage pour tous. Est-ce que le gouvernement va avoir le courage de vraiment s'emparer de ce sujet? Mais le président de la République a dit qu'il souhaitait qu'une loi soit élaborée. Et il a dit l'attachement qu'il avait à ce que cette préparation se fasse avec esprit de responsabilité et volonté de rassemblement et de consensus. Parce qu'il faut le plus possible chercher le rassemblement. Lorsque j'entends les Français et lorsque je regarde les études, je vois qu'une écrasante majorité de Français estiment que leur parole, au moment de la fin de la vie, doit être mieux entendue, mieux respectée. Et évidemment, ils parlent pour eux, ils parlent pour leurs proches, parce qu'on est d'abord confronté à la situation de ses proches, de ses parents, de ses conjoints, avant d'être confronté à sa propre histoire. Et donc il y a une demande, au fond, de respect, ce qui ne veut absolument pas dire que les Français souhaitent qu'on mette fin à la vie de leurs proches de façon brutale. Ils veulent que leurs paroles soient entendues. Ils veulent que leurs paroles, leur volonté, leur dignité, leur capacité de liberté le soient sujet respectées. sera traité, Marisol Touraine. Quel est le calendrier? Vous pouvez peut-être le rappeler. Je l'ai dit, le comité consultatif va remettre très prochainement son Avant rapport. l'été. Même dans les prochaines semaines. À partir de là, je vais engager des concertations et autour de l'été, sans donner une date précise, je pense qu'un texte pourra être proposé. Je ne veux pas donner de date précise, tout simplement parce que sur un sujet comme celui-là, je crois qu'on ne doit pas se soumettre à une pression de calendrier qui serait artificielle. On passe aux 5 dernières minutes de cette émission. Comme d'habitude, c'est le film de la semaine. On va vous poser 2 à 3 questions sur des actualités qui vous concernent, d'abord des actualités de la semaine, et puis on va élargir un petit peu à la fin. C'est Armelle qui commence, pardon. Alors mercredi, manifestation des sages-femmes. Cela fait 4 mois qu'elles sont en mouvement pour demander un statut à caractère médical à part entière.
Quand est-ce que cette question sera tranchée? J'annoncerai mes décisions, mes arbitrages prochainement, et à partir de là d'ailleurs pourra s'engager. On a vraiment beaucoup de sages-femmes qui se sont exprimées sur notre forum. Laissez-moi vous répondre. Donc d'ici quelques jours, je ferai des annonces, ce qui permettra d'enclencher d'ailleurs le calendrier des négociations salariales dont j'avais indiqué qu'elles prendraient le relais immédiatement. Les sages-femmes, j'ai deux préoccupations, deux volontés. La première, c'est que les compétences médicales des sages-femmes soient pleinement reconnues à l'hôpital, mais aussi en ville. Et je considère que la volonté des sages-femmes d'être mieux identifiées, mieux reconnues, d'être pleinement acteurs de leur métier au sein de l'hôpital est tout à fait légitime. J'ai une deuxième volonté, c'est que tout cela se fasse dans un esprit d'apaisement et de rassemblement. Parce que à l'hôpital, chaque profession doit travailler avec les autres. Il n'y a pas l'hôpital public, ça n'est pas la juxtaposition de professions côte à côte. Je veux dire qu'elles ne sont pas dans un esprit collectif. Non, ce que je veux dire, c'est que les décisions à prendre doivent évidemment faire en sorte de garantir le bon fonctionnement de la collectivité qu'est l'hôpital public. Donc d'un côté, les sages-femmes travaillent avec des médecins, avec des anesthésistes, des pédiatres, des gynécologues. Elles travaillent aussi avec des infirmières et des aides-soignantes. Et c'est l'ensemble de cette communauté qu'il faut faire travailler ensemble. On a l'impression quand même que vous voulez leur donner satisfecit, mais qu'il y a des blocages à l'hôpital qui vous en empêchent. Non, il y a des reconnaissances du rôle et des compétences des sages-femmes qui sont absolument nécessaires et qui auront lieu. Cela doit se faire dans un cadre qui garantisse le bon fonctionnement de l'hôpital. On passe à vendredi, Madame Touraine, avec le début des discussions sur le pacte de responsabilité, et notamment les fameux 30 milliards de cotisations familiales payées par les entreprises. Le MEDEF et la CFDT semblent d'accord pour que ça vienne alléger le coût du travail. Qu'est-ce que vous dites aux familles qui s'inquiètent du financement de la politique famille et par quoi ce sera remplacé? Je dis aux familles de ne pas s'inquiéter, parce qu'il s'agit de modifier le financement de la politique familiale. Il ne s'agit pas de supprimer la politique familiale. Vous engagez à ce que le volume global soit maintenu. Ni les prestations, ni d'ailleurs la politique en faveur des crèches, de l'accueil des jeunes enfants. Mais le pacte de responsabilité, ça n'est pas simplement on baisse les cotisations. On mobilise l'ensemble des acteurs sociaux et on leur demande de prendre des engagements réciproques. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire aux entreprises « nous allons favoriser ou améliorer le contexte dans lequel vous êtes, diminuer les cotisations qui pèsent sur le coût du travail », sans qu'il y ait de l'autre côté une mobilisation en faveur de l'emploi, de la qualité de l'emploi, de la localisation de l'emploi en France. Et donc, on est d'accord. On ne peut pas réduire le pacte de responsabilité. Vous ne toucherez pas au volume des prestations familiales. Mais là, aujourd'hui, ce dont nous discutons, c'est le financement de la politique familiale. C'est est-ce que c'est aux entreprises, de payer ces cotisations famille, alors que évidemment la politique familiale ne concerne pas uniquement les salariés. On a une dernière question à vous poser avant de conclure cette émission. Ce week-end, la ville de Nantes a été la cible de nombreuses dégradations en marge de la manifestation pourtant massive et importante contre l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. On a deux questions, l'une plutôt politique, l'une plutôt pratique. Est-ce qu'il faut construire d'abord cet aéroport Notre-Dame-des-Landes ? Une concertation est en cours. L'ensemble des acteurs locaux ont l'air de se retrouver de façon favorable, ont donné un avis favorable au développement de cet aéroport. Mais la contestation est minoritaire ? Non, une concertation est en cours. Moi, il ne m'appartient pas d'en donner le sens avant qu'elle ne s'achève. Et la question politique, Marisol Touraine, c'est quand on voit une ministre du Logement qui contredit ouvertement son Premier ministre sur ce dossier, est-ce qu'il n'est pas temps de remanier ?
Franchement, je trouve qu'autour de cette affaire, on fait beaucoup de bruit pour, au fond, une différence qui n'est pas nouvelle. Dès que le gouvernement a été formé, il a été reconnu. Il n'y a pas un devoir de réserve quand on est ministre ? Non, mais il a été reconnu que la question de l'aéroport de Nantes était un point de différence entre les écologistes et les socialistes et la majorité du gouvernement. À partir de là, il n'y a pas eu de rapprochement des points de vue, non, et cela n'est guère étonnant. Et au fond, devait soutenir ouvertement la manifestation. Est-ce que Jean-Marc Ayrault a eu suffisamment de poigne, entre guillemets, si je puis m'exprimer ainsi ? La solidarité gouvernementale, c'est quoi? C'est de se mobiliser collectivement et dans le même sens pour que la politique déterminée par le président de la République en faveur de l'emploi, de la croissance, du rassemblement dans le pays puisse se faire. Et c'est ce travail collectif qui est important. Il y a des sensibilités différentes, assurément. C'est plutôt utile d'avoir des sensibilités différentes. Et elles peuvent cohabiter, selon vous? Ça peut continuer comme ça encore longtemps. Sur la question de l'aéroport de Nantes, franchement, imaginez que la politique française, que l'avenir de la France tourne autour de l'aéroport de Nantes, c'est un grand projet, tout de même. C'est un grand projet, mais je ne crois pas que ce soit ce projet qui détermine, l'avenir de notre pays. Qui risquent d'apporter de nouvelles frictions quand même avec les ministres de... C'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Moi, je vois que Cécile Duflot vient de faire voter une belle et grande loi qui est un acquis pour l'ensemble du gouvernement sur le logement, la loi Allure. Je vois que les écologistes sont pleinement partis, membres d'un gouvernement sur les politiques sociales que je porte, sur la politique économique qui est menée. Et donc, je me réjouis de voir que nous sommes, avec nos sensibilités et notre diversité, tous rassemblés pour mettre en œuvre la politique du président de la République. Ce sera le dernier mot de cette émission. Merci Marisol Touraine d'être venue sur ce plateau. Merci Michel, merci Armelle, à vous deux d'avoir été ici. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que la semaine prochaine, nous recevons Emmanuelle Cos, la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. Il sera évidemment encore question de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. D'ici là, restez connectés.